Benoît Hamon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Benoît Hamon. Deuxième débat hier. J'ai eu l'impression que c'était plus clivé que lors du premier débat. Hein. Il y a eu plus de dialogue, et au-delà du dialogue, de débat, franchement. Ça s'appelle un débat. Oui, je crois que c'était plus nerveux. Plus nerveux. Pendant ce temps-là, François Hollande était au théâtre. Me dit-on. Lui, vous dit-on. Ça vous fait sourire. Vous comprenez qu'il ne regarde pas? Oui et non, c'est-à-dire que je pense que il est plus dans cette séquence, c'est-à-dire que ce débat-là se fait sans lui. Il aurait peut-être souhaité y participer. Il n'y participe pas par son choix de tourner la page. Qu'il soit au théâtre, je crois qu'il était voir un spectacle avec Michel Drucker. Ça Oui, tout à fait, oui. Bon, bah écoutez, ça... vous étiez dans le studio où tourne Michel Drucker. Voilà, c'est ça. Il y avait peut-être un clin d'œil. Oui, de sa part, oui. Probablement. Oui. Un clin d'œil. Mais je crois pas que ce soit le fait majeur de la soirée. C'est pas le plus important. Non. Oui, François Hollande, ce n'est plus le plus important. Non, c'est pas ça que vous. Je pense que le plus important, c'est pas de savoir où était François Hollande au moment où se passait le débat de la primaire. J'ai été frappé par ce qu'il a dit, un goût d'inachevé, lorsqu'il était en voyage en Afrique, un goût d'inachevé et qui aurait dû finalement justifier d'autres prétentions. Il regrette peut-être. Bien, passons à autre chose. À quoi sert un candidat PS au second tour? C'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit cela. Parce que finalement, ce débat, c'est pour la 5e place. Vous débattez pour la 5e place, Benoît Hamon? Ça, c'est peut-être ce dont rêve Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, mon obsession, mon combat, c'est pas de battre l'autre gauche. C'est pas de la vaincre, l'autre gauche. C'est de faire en sorte que la gauche soit au second tour de l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon, qui, je crois, parle souvent de François Mitterrand, devrait se rappeler les principales leçons laissées par François Mitterrand à une époque où, entre le Parti socialiste et le Parti communiste, la rivalité était forte. Il n'y a pas de possibilité pour la gauche d'être au second tour sans rassemblement de la gauche. Et pour cela, il vaut mieux être dans une démarche qui liste les questions sur le fond, la démocratie, la transition écologique, la question sociale et notamment celle du travail qui peuvent rassembler, imaginer les conditions de ce rassemblement plutôt que finalement de donner l'impression que l'essentiel qui se jouerait, ce serait de battre l'autre gauche, en l'occurrence pour le candidat socialiste de battre Mélenchon et Yannick Jadot, pour Jean-Luc Mélenchon de battre les socialistes et Yannick Jadot, ça me semble être un mauvais combat. Donc, si vous êtes choisi, si vous gagnez cette primaire, vous appelez immédiatement Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot et Emmanuel Macron. S'il se dit toujours de gauche, parce que c'est mi-gauche, mi-droite, ou ni gauche, ni droite. Macron Emmanuel Macron, oui, pas Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme de gauche, dit Jean-Marc Ayrault. Oui, mais la question, c'est à lui d'y répondre. Est-ce que pour vous, c'est un homme de gauche, franchement? Pas quand il remet en cause les 35 heures, pas quand il veut développer des formes d'emploi qui sont extrêmement précaires, ce qu'on connaît à travers les plateformes numériques, pas quand il remet en cause l'impôt sur la fortune. Là, ça n'est pas un homme de gauche. Et pas quand il a, dans son bilan, défiscalisé les distributions d'actions gratuites. On n'en parle pas. La loi Macron, elle a permis, pour les employeurs, comme pour ceux qui ont bénéficié, de défiscaliser les distributions d'actions gratuites. Et en même temps, on faisait quoi? On avait refiscalisé les heures supplémentaires. Pire, avec la loi El Khomri, on a favorisé le fait qu'elles soient moins bien payées. C'est-à-dire qu'on a diminué la rémunération du travail, on a maintenu une fiscalité élevée sur le travail, et en même temps, défiscaliser les distributions d'actions gratuites qui sont une forme alternative de rémunération d'un certain nombre de cadres des entreprises. Le choix qui a été fait par Emmanuel Macron à ce moment-là, soutenu par ceux qui, au gouvernement, ont voulu que cette loi passe, c'était de privilégier des formes de rémunération qui allaient aux plus riches, aux plus ceux qui avaient les plus gros revenus, et de faire peser l'essentiel de la fiscalité, l'essentiel des efforts, l'essentiel des sacrifices sur ceux qui font des heures supplémentaires. Quand vous faites une heure supplémentaire, d'abord, c'est souvent sous la pression qui est celle de commandes supplémentaires d'une entreprise qui doit tourner plus vite, mais au moins que ce soit payé, ce que vous gagnez en plus, que ce soit significatif. Si demain, par simple accord d'entreprise, votre heure supplémentaire n'est plus payée 25% de plus, mais 10% de plus, honnêtement, ça veut dire que tout ça se fait au détriment du travail, des salaires et de ceux qui font des efforts. On peut pas parler de la valeur travail et mal payer le travail. Oui, mais parallèlement, on va vous répliquer. Enfin, Emmanuel Macron, je ne suis pas l'avocat d'Emmanuel Macron, il va vous répliquer, il va vous dire, attendez, regardez les mesures. Par exemple, l'écart. Regardez, ça a permis à des centaines de milliers de jeunes de pouvoir partir en vacances pendant les vacances de Noël. Regardez l'ouverture des grands magasins le dimanche, par exemple, en région parisienne, en zone touristique. Écoutez, ça vient de commencer en zone touristique. Regardez tous les sondages
sondage, tous ceux qui travaillent dans ces magasins-là ont envie d'aller travailler dimanche. Comparez la loi Macron passée par 49.3 et la loi Hamon sur la consommation, qui, sur le prix des lunettes, sur les assurances, sur l'action de groupe, sur la durée de garantie des produits, sur la téléphonie avec la liste qui aujourd'hui qui vous permet de ne plus être embarrassé par des appels intempestifs. Quelle est la loi qui a eu le plus d'impact en termes d'emploi et dans la vie quotidienne des Français? La loi Macron ou la loi Hamon? La loi Macron, elle permet aujourd'hui de circuler davantage en car avec des entreprises qui d'ores et déjà mettent la clé sous la porte. Oui, d'accord. Mais avec combien de licenciements à la clé? Donc on compte en centaines. Et nous sommes dans des modèles où, je le rappelle, auparavant, ce que nous concevions être comme le transport dans ce pays, reposait sur des opérateurs qui étaient des opérateurs qui privilégiaient, déjà le fer, ce qui nous permet d'avoir une empreinte carbone moins importante et d'avoir un transport plus écologique, et que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on ferme des lignes de chemin de fer, que même la SNCF se met aujourd'hui à faire des cars. Mais c'est trop cher. Mais c'est plus cher. C'est plus cher. Non, attendez. Vous allez me dire aujourd'hui qu'il est plus difficile. Plus difficile en 2017 de faire une ligne de chemin de fer dans les Cévennes, dans les Pyrénées, ou peu importe. Mais donc ce que nous faisions hier, nous ne pouvons plus le faire maintenant. Nous ne pouvons plus aujourd'hui la France avec la 5e puissance totalement la SNCF. Mais non, la question c'est d'avoir une politique qui s'assure qu'en termes de services publics, quand on est au fin fond d'une région difficile d'accès, on ait des garanties en termes de mobilité assurées par le chemin de fer, des garanties en termes d'accès aux services publics, de santé, des médecins, aux services publics en général, d'électricité, etc., qui soient garanties. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça tombe sous les coups de la concurrence. Bien. Dites-moi, vous avez vu le nombre de personnes qui vont au meeting de Macron? Oui. Encore 4-5 000 à Lille. Comment se fait-il? Il a beaucoup d'argent, Macron, non? Non, vous ne mettez pas 4-5 000 personnes dans une salle juste avec de l'argent, sinon... alors il les met avec quoi? Mais ça, il contribue. Ça facilite les choses. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il a un discours... un charisme qui lui permet de réunir des foules. Mais on ne sort, et il le sait mieux que quiconque, de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et viendra le temps du débat politique, une fois le candidat choisi à la primaire de la Belle Alliance Populaire, de clarifier son projet. Et nous discuterons là, et nous verrons quelle est l'identité, l'ADN d'Emmanuel Macron. Vers qui penche-t-il? Est-ce qu'il penche toujours vers les puissants ou s'intéresse-t-il aujourd'hui à vous avez apprécié... non mais à la société française, à la manière dont elle vit et comment on vit par exemple aujourd'hui de son travail avec un petit. Alors je vais y revenir. Est-ce que vous avez apprécié ce qu'il a dit à Berlin, ce qu'il a dit en Allemagne sur les migrants, sur les réfugiés? Moi, je considère que... Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? J'ai même parlé avant lui, si vous le voulez bien, sur ces questions-là. Donc, la question, elle est de savoir si, ou non, aujourd'hui, on a une politique vis-à-vis des migrants, qui est une politique d'abord humaine, une politique qui s'assure que quand les migrants viennent chez nous, on leur donne les conditions pour s'intégrer et s'insérer, plutôt que de se retrouver dans une situation difficile parce que ne parlant pas le français, parce que ne pouvant pas travailler, et donc posant très vite un problème d'ordre public si nous ne faisons pas les efforts. Et je voudrais rappeler que on tense Madame Merkel, mais il y a un modèle allemand de l'intégration des réfugiés et des demandeurs d'asile. Savez-vous, c'était les chiffres qui ont été rendus publics, que la Suède et l'Allemagne, parce qu'elles facilitent l'insertion des migrants, aujourd'hui s'enrichissent grâce à eux, parce qu'ils consomment, parce qu'ils achètent, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle, le mot n'est pas joli, mais les dividendes des réfugiés. Eh bien, moi, je considère qu'un modèle qui intègre est toujours un modèle qui rejette. Et mieux qu'un modèle qui rejette. Nous n'avons pas été à la hauteur, c'est ce que vous avez dit hier soir. Nous pouvons accueillir davantage de migrants. Combien? Est-ce qu'il faut fixer un nombre? Je sais pas. Par exemple, François Fillon propose des quotas. Oui, mais les hommes ne sont pas des marchandises. Et les flux, vous êtes opposé à cette idée de quotas. De ceux qui franchiront peut-être la Méditerranée à raison du fait qu'ils sont persécutés ou à la raison du fait qu'aujourd'hui les conditions de vie dans leur pays sont devenues insupportables. Nous ne savons pas les estimer. Je veux donner juste un chiffre qui nous renvoie à l'urgence de la transition écologique. On estime que d'ici 2050, il pourrait y avoir, à raison du réchauffement climatique, 1 milliard de réfugiés et de personnes déplacées. Aujourd'hui, sur 100 personnes déplacées dans le monde, il y en a 2 qui viennent en Europe. Sur les 2 personnes qui viennent en Europe, 1,5 va en Allemagne. Sur, on va dire, le demi-réfugié sur 100,
il y en a encore la moitié qui est prise en charge par la Suède. Le reste est réparti entre les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire assez peu. Et l'effort qui est fait par l'Union européenne, qui a été un pays d'émigration, il faut s'en souvenir, que nous avons à partir de l'Europe, nous sommes projetés partout dans le monde. Aujourd'hui, la réalité du projet européen, c'est qu'effectivement, nous fermons les frontières, nous nous ouvrons au libre-échange, nous passons des accords de libre-échange avec le Canada, nous en négocions avec les États-Unis, nous nous ouvrons aux capitaux, aux biens, aux marchandises, peu importe d'ailleurs si ça remet en cause notre agriculture, l'environnement, mais aujourd'hui, nous fermons notre continent aux personnes. Mais est-ce qu'il est bien ou pas de fermer notre continent, de fermer les frontières de Schengen? Oui ou non? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous êtes président de la République? Mais que faites-vous je dis la vérité à tous ceux Alors, qui... que faites-vous à ce propos? Je réponds concrètement, je le dis tout de suite. Fermer les frontières, ça ne marche pas. C'est que là où vous fermez, le flux passe ailleurs et ça ne marche pas, sauf à avoir un mur. Mais personne ne veut mettre un mur à la frontière des Pyrénées, à la frontière avec l'Italie ou à la frontière avec l'Allemagne. Donc ça ne marche pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent en France, il y en a aussi qui en partent, et le solde entre ceux qui viennent et ceux qui en partent fait que finalement, il n'y a que quelques dizaines de milliers de personnes par an qui s'installent sur le territoire français, entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. Que les examens des dossiers, notamment pour le droit d'asile, sont tellement longs que les candidats restent. Là encore, Jean-Jacques Bourdin, nous sommes les plus sévères en Europe. Sur le nombre de dossiers acceptés en asile, nous en accueillons moins. C'est-à-dire que nous en retenons moins. Président de la République, que faites-vous avec Schengen? Mais avec Schengen, aujourd'hui... Vous ouvrez... Moi, je ne renégocie pas Schengen. Il y a déjà des possibilités qui sont données dans Schengen de fermer temporairement les frontières. La preuve, Bernard Cazeneuve l'a fait quand il était ministre de l'Intérieur avec l'autorisation de Manuel Valls. Vouloir fermer les frontières aujourd'hui, c'est un non-sens. Les frontières que nous devons contrôler, ce sont les frontières européennes. Et là, qu'est-ce que nous devons faire? Deux choses. Schengen. Non mais attendez. Oui, non mais moi je parle des frontières à l'intérieur. Aujourd'hui, remettre en cause Schengen, c'est remettre en cause des frontières à l'intérieur du projet européen. Donc moi, ce que du continent européen. Ce que moi je vous dis. Combien de pays déjà Schengen? J'ai pas la totalité des pays. 26 pays. Ouais. Mais 26 en l'occurrence, pays, il n'y avait pas les Anglais, mais comme les Anglais sont plus dans l'Europe, ça tombe bien. 26 pays, dont 4 qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc aujourd'hui, le sujet c'est comment on contrôle les frontières européennes. Oui. Et sur les frontières européennes, il y a à la fois la venue de migrants qu'on doit identifier, d'où le visa humanitaire que je propose. Quel est l'intérêt du visa humanitaire? De savoir et d'identifier, avant même que les personnes arrivent, qui va venir en Europe. Mais combien de visas humanitaires? Et qui décide? Le Parlement? Comment faites-vous? Vous donnez pas des quotas en disant il y a 10 000 cartes en fonction. C'est-à-dire que chacun. Mais Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, vous savez anticiper. Qui va donner les visas humanitaires? Alors là, écoutez, les consulats dans les pays dans lesquels aujourd'hui des personnes seraient candidates à venir chez nous parce qu'ils fuient quoi? La violence, la mort, les massacres. Mais s'il y a des centaines de milliers de candidats au visa humanitaire, que faites-vous? S'il y a des millions de candidats, vous vous rendez compte de votre raisonnement? La question c'est, Jean-Jacques Bourdin, est-ce qu'on continue ou pas d'accepter qu'on meure en Méditerranée, qu'on soit mis dans les mains de passeurs qui gagnent de l'argent là-dessus, ou est-ce qu'on organise les conditions dans lesquelles on identifie, on sait qui vient? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Aujourd'hui, nous ne le savons pas. On sait qui vient, qui rentre, et à partir de là, on décide des politiques que l'on met en œuvre. Mais me demander aujourd'hui, sérieusement, on dise combien de personnes vont venir, mais qui le sait? Qui le sait? Personne ne le sait. Mais évidemment, parce que personne ne le sait. Aujourd'hui, nous avons une réalité. Vous mettez en place une mesure sans savoir. Mais quelles conséquences elle aura? Mais j'essaye d'être cohérent. Pour l'instant, on a les migrations, on a des gens dont on ne sait pas qui ils sont, et on a des gens qui meurent. Donc moi, cette situation m'est insupportable. Donc je prends mes responsabilités. Et j'y ajoute autre chose. C'est que je considère que leur développement, c'est notre sécurité. C'est la raison pour laquelle il faut porter à 0,7 points du PIB l'effort en matière de coopération et de développement. Je vais prendre un exemple. 20% des terres irrigables au Sahel sont irriguées. Si l'effort en termes de coopération était fait pour permettre l'irrigation de ces terres, croyez-vous que nous aurions autant aujourd'hui de flux de migrants? Non. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Pourquoi n'engageons-nous pas à la fois nos ONG, nos entreprises et l'effort de coopération pour concentrer les moyens sur les infrastructures en matière d'irrigation, de développement des cultures vivrières? Voilà un enjeu. Deuxième chose, l'espace francophone est un espace qui se développe considérable. Aujourd'hui, on va avoir, savez-vous qu'on est la 3e langue des affaires dans le monde? Eh bien, cet espace francophone, à raison de l'évolution démographique de l'Afrique, est en train de grandir et de croître. Il va manquer entre 100 et 150 000 professeurs de français dans les années à venir dans l'espace francophone. Et
qu'est-ce que nous avons à la place comme offre éducative? Celle d'un certain nombre de fondations religieuses qataries. Que voulons-nous? Que ce soit le français que l'on parle, qu'à travers le français, ce soit des opportunités offertes à nos entreprises de s'installer, à ces pays de se développer, ou nous voulons abandonner ce terrain-là. Là encore, je dis que l'effort doit être fait sur les questions d'éducation et de coopération éducative. C'est aujourd'hui, à mes yeux, la priorité que de consacrer l'effort de développement au Sahel, et parce qu'il est intimement lié à la question des migrations. Ceux qui vous disent on ferme les frontières, on ne met pas 1 euro à la coopération ou au développement. Cela nous prépare des catastrophes et le désordre. Bien, Benoît Hamon, je suis le candidat de la fiche de paix. C'est Montebourg qui dit cela. Vous êtes vous aussi le candidat de la fiche de paix. Il faut augmenter les salaires, on est bien d'accord. Il faut augmenter effectivement la rémunération du travail. Oui, partout on peut le faire, elle ne peut pas se faire. Mais comment oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce sont les entreprises qui fixent à part pour le SMIC, ce qui peut donner une impulsion. Un mot sur la rémunération du travail. 1 000 euros de salaire net, 538 euros de charges patronales. Oui, une seconde. C'est-à-dire que le salarié coûte 1 538 euros. Vous savez que j'ai fait une proposition qui change radicalement notre approche de la protection sociale, qui est celle du revenu universel. Qui concernerait, puisqu'elle est universelle, tous les salariés. Donc ceux qui ont un travail, qui en tirent une rémunération, ceux qui n'en ont pas, les retraités. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut tenir compte d'une réalité. Toutes les études montrent que l'impact de la révolution numérique, là, le Conseil d'orientation pour l'emploi estime que 10% des emplois en France sont menacés à court terme, on parle à court terme, de disparition, grâce ou à cause de la révolution numérique. Grâce, si cette disparition d'emplois nous amène à réduire notre temps de travail, à ne pas perdre de salaire et à être plus autonome. À cause, si cela se fait sous la forme d'un partage du travail qui augmente le nombre de chômeurs, augmente le nombre de ceux qui sont surmenés sous pression au travail, et puis finalement permet à quelques-uns de s'en sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous n'anticipons pas cela... Donc le revenu universel, très vite, 535 euros par mois, on est bien d'accord? Alors non, ce sera 600 euros par mois d'abord à la première étape. Pour l'ensemble des pauvres. Non, la première étape, elle ne peut pas être généralisée, c'est trop cher en première étape. C'est cela aussi qu'il faut poser, c'est que une révolution... Je vais y répondre oui, précisément. Il est 53. Oui, mais je vais répondre concrètement. Je dis simplement que c'est l'honnêteté qui commande de le dire, qu'une réforme de cette nature, elle ne peut s'étaler que sur plusieurs années. On n'a pas fait la sécurité sociale en 1 an, on l'a créée et ensuite on est monté en gamme. Donc, la première étape, elle a 2 composantes. La première composante, c'est de permettre que tous ceux qui sont éligibles au RSA puissent l'avoir automatiquement. Savez-vous qu'aujourd'hui, 1/3 des personnes éligibles au RSA ne l'ont pas parce qu'ils ne le demandent pas. Donc il sera revalorisé de 10%, porté à 600 euros et distribué automatiquement pour éradiquer plus sûrement la pauvreté que nous le faisons. Combien de personnes ça représente à peu près? Ça va correspondre à plus d'1 million. 600 euros par mois, un peu plus d'1 million de personnes. Non, mais largement plus aujourd'hui. Donc on élargit. La deuxième chose, c'est qu'on va rendre éligibles les 18-25 ans au revenu universel d'existence. Ça va permettre quoi? De faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. À mes yeux, aujourd'hui, nous regardons le monde tel qu'il a été pour nous, en matière d'insertion professionnelle, et pas tel qu'il est pour eux. Et, attendez, le coût, 45 milliards d'euros. C'est-à-dire... La première année. Oui, la première année, et la deuxième année, et la troisième année. Ça ne change rien. Si ça reste sur 5 ans, ça fait quoi? Ça fait 300 milliards. Oui, mais le CICE, le pacte de responsabilité... CICE, pacte de responsabilité, 40 milliards que l'on a mis. Pour créer combien d'emplois? Dites-le moi. Quelques dizaines de milliers. Le revenu universel d'existence, si vous le versez aux jeunes, il libère 600 000 emplois étudiants, potentiellement. Parce qu'aujourd'hui, quand on est obligé de travailler pour payer ses études, on préférerait préparer... étudiants. Ce ne sont pas des salariés qui vont remplir les emplois étudiants. Non, ce ne sont pas des temps pleins. Non, mais ça peut être... Si ce ne sont pas des temps pleins, mais il y a des métiers qui sont faits aujourd'hui par des étudiants qui pourraient être faits, honorables et faits par d'autres. C'est une question de rémunération. Mais d'accord, mais bon, il faudra toujours fait que ces emplois soient occupés. Donc ça libère... Non, la question c'est ça libère de l'emploi, oui ou non? La réponse est oui. C'est surtout que ça permet aux étudiants de pouvoir non seulement travailler et préparer leurs études correctement, mais éviter que une réalité, c'est que ceux qui échouent le plus souvent aux examens sont ceux qui sont obligés de travailler pour se payer leurs études. Donc là aussi, ça facilite l'insertion sociale. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce sont des choix politiques. Est-ce qu'on accepte encore en France que nous ayons la jeunesse la plus précarisée d'Europe? Elle n'est pas éligible aux minima sociaux,
elle ne touche pas le chômage parce qu'elle n'a pas cotisé avant, et donc on considère que son insertion sociale, alors qu'elle va connaître beaucoup plus souvent le chômage parce que les carrières sont moins linéaires, les contrats sont plus courts, on passe du travail salarié au travail indépendant, on a besoin de se former pour créer sa propre activité, sa start-up. Bref, pensons la protection sociale et les protections des jeunes actifs en fonction de la vie qu'ils connaissent, pas de celle qu'on a connue. Bien. Bref, tournons la page à la vieille politique. Bon, eh bien Benoît Hamon, vous allez rester avec nous et nous allons approfondir le revenu universel. Avec plaisir. Vous allez rester avec nous sur RMC, déjà des quantités de questions d'auditeurs et d'auditrices entre 9h et 9h30, 8h56.